Après les nombreux couacs lors de la session du baccalauréat 2019, l'heure de la rentrée a sonné pour les professeurs. Un retour marqué par les nombreux changements opérés par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui laisse le corps enseignant et les parents d'élèves sur la réserve. Menace sur le don du sang alors que des machines d'une firme américaine utilisées par l'établissement français du sang présentent des risques de contamination importants. Les autorités sanitaires n'ont visiblement pas réagi à temps. Vague d'assassinats de journalistes au Mexique depuis le début de l'année. 10 ont été tués, soit autant que pour l'ensemble de l'année 2018. Face à ce fléau souvent en lien avec les cartels de la drogue, les autorités mexicaines se retrouvent impuissantes. Madame, Monsieur, bonsoir. Les professeurs enfilent le bleu de travail après une fin d'année particulièrement tendue. Sur fond de baccalauréat perturbé et de grève de correcteurs, l'exercice 2019-2020 de Jean-Michel Blanquer pourrait débuter sur les chapeaux de roue avec de nombreux bouleversements. Explication de Thibaut Bastide. Le ministre de l'Éducation nationale va-t-il se faire sonner les cloches ? 3 jours avant la rentrée officielle de quelques 12 millions d'élèves, les enseignants ont repris le chemin des établissements scolaires ce vendredi. Après une fin d'année particulièrement tendue, marquée par la gronde des professeurs face à la réforme du baccalauréat, cette rentrée pourrait repartir sur les mêmes bases. Si la pause estivale a permis de faire légèrement baisser la tension, le retour aux choses sérieuses s'annonce riche avec de nombreux changements qui entrent en vigueur à commencer par cette fameuse réforme du bac qui a fait couler beaucoup d'encre. Si le nouveau baccalauréat resserré autour de 4 épreuves écrites et d'un grand oral ne verra le jour qu'en juin 2021, les changements interviennent dès cette année pour les élèves de première qui seront les premiers à passer l'examen sous sa nouvelle forme dans 2 ans. Autre changement, l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans contre 6 auparavant. Si dans les faits ce changement ne concernera que 26 000 enfants entre 3 et 6 ans qui ne fréquentent pas l'école actuellement, la mesure demeure un enjeu majeur pour certains territoires et fait grincer des dents les parents qui privilégiaient jusqu'à présent l'éducation et l'éveil de leurs enfants au domicile familial. Toujours concernant les plus jeunes, le dédoublement de certaines classes de grande section dans les quartiers dits défavorisés. Ainsi, les effectifs de ces classes seront réduits alors qu'Emmanuel Macron s'est engagé à ce que toutes les classes de grande section et de CP et CE1 soient limitées à 24 élèves. En tout, 6 grandes réformes seront mises en place. Cependant, chaque changement est accompagné de son lot de critiques et d'incertitudes dans le corps enseignant. Face à ce malaise ambiant, le ministre de l'Éducation a tenté d'apaiser les tensions lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée, en multipliant les compliments envers la communauté éducative. Une avalanche de petites attentions pour désamorcer un éventuel nouveau bras de fer. Un changement de ton apprécié d'un côté, mais apparenté à un banal exercice de communication de l'autre. En effet, de nombreux professeurs et syndicats enseignants dénoncent un discours rempli d'effets d'annonce. Surtout que des dossiers restent encore en suspens et notamment la question salariale des enseignants. Et ce n'est pas la hasardeuse augmentation annuelle de 300 € brut annoncée par le ministre, en réalité un rattrapage d'un protocole gelé en 2018 qui est de nature à calmer la grogne des professeurs, comme nous le confirme Jean-Paul Briguelli, auteur de La Fabrique du crétin, la mort programmée de l'école. Et il est bien entendu que les 300 € en moyenne, qui viennent d'ailleurs du gouvernement précédent, qu'il a octroyé là, c'est une plaisanterie. J'ai proposé, par exemple, qu'on ait comme slogan unique alignement des salaires des enseignants français sur celui des enseignants allemands. Le double. Les enseignants allemands gagnent le double des enseignants français pour un temps scolaire qui est inférieur. Vous voyez, alors il faudrait savoir, soit nous sommes un pays riche, soit, je ne sais pas si vous savez, les profs français sont les moins bien payés d'Europe, à part les Bulgares. C'est peut-être glorieux d'être au-dessus des Bulgares, mais en soi, c'est ça le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et il faut bien faire comprendre aux gens que être prof, c'est être à bac plus 5 ou 6, et c'est gagner 1500 € par mois en débutant. On est dans un salaire de misère qui fait que personne ne veut faire ce métier. C'est ça la véritable question, mais je pense que les syndicats, qui représentent plus que 10 à 11% des profs, sont parfaitement à côté de la plaque et se contenteront de 2 à 3% de quelques mesures, d'un peu de discussion et d'un plat de main dans le dos. Ainsi, la réconciliation entre le ministre de la rue de Grenelle et le corps enseignant n'est pas encore à l'ordre du jour, alors que plusieurs organisations syndicales ont d'ores et déjà déposé des préavis de grève pour ce mois de septembre.
Alors que les campagnes de communication pour le don du sang s'enchaînent, des machines utilisées lors des prélèvements présenteraient des risques de contamination, des dangers connus par le fabricant, mais aussi par les autorités sanitaires. Sauver des vies peut nuire à la santé. Voilà le message particulièrement négatif que semblent envoyer les négligences des autorités sanitaires. Une enquête révèle en effet que les machines de la société américaine Haemonetics, utilisées pour le don de plaquettes et de plasma sanguin, pourraient présenter des risques de contamination pour les donneurs comme pour les receveurs. En effet, des pièces en frottement des appareils relâchent des particules noires. Si 300 machines ont été mises hors service l'an dernier à la demande de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, les autorités sanitaires étaient visiblement au courant du problème bien avant. En effet, 3 ans plus tôt, des cadres d'Haemonetics avaient tiré la sonnette d'alarme devant le danger potentiel que les donneurs pouvaient encourir. En effet, le prélèvement de plasma a une particularité, une partie du sang du donneur lui est réinjectée. Ce dernier pouvait donc contenir les fameuses particules noires dont on suspecte des effets nocifs, voire cancérigènes. En réalité, les problèmes avec la société américaine ne sont pas nouveaux. Dès 2011, l'EFS, l'établissement français du sang, fait état de machines au fonctionnement peu fiable. Les pannes se multiplient et les coûts de maintenance explosent. Les pièces de remplacement fournies par l'entreprise sont elles aussi rapidement suspectes. En effet, certains opérateurs font état de traces de sang ou de graisse dans les dispositifs de réparation. En réalité, tout porte à croire que les nouvelles pièces sont ni plus ni moins des pièces d'occasion. Un procédé un peu spécial dans le domaine de la santé où l'hygiène et l'asepsie semblent de mise. À cette époque, l'EFS entame des discussions avec l'entreprise américaine. Une négociation commence pour finalement arriver à un accord secret, surprenant. Haemonetics ne sera pas poursuivie en justice et fait acter qu'aucune faute n'a été commise par elle-même en échange de 46 000 €. Une somme qui vise explicitement dans l'accord à réparer les préjudices. Moralité, les alertes qu'aurait pu envoyer un recours en justice n'ont pas été envoyées aux différents clients des machines. Pendant ce temps-là, les installations vibrent toujours et les particules continuent de se retrouver dans les poches de plasma ou dans le sang renvoyé aux donneurs. Les mêmes problèmes sont aussi relevés aux Pays-Bas, dont l'équivalent de l'EFS travaille avec les équipements de la société américaine. Plus tard, l'entreprise répondra tranquillement que les résidus en cause sont biocompatibles, mais il décide quand même de transformer les machines. De nouveaux bols sont installés, ils sont plus chers et moins performants. L'EFS et Haemonetics passent un nouvel accord où la société américaine s'engage à verser 1,1 million d'euros, correspondant au plasma inutilisable, et 800 000 € d'avoir. Mais finalement, l'établissement français du son renonce à libeller sa dernière facture pour, je cite, « des contraintes qui lui sont propres ». En 2014, des donneurs font des malaises après que la machine leur retourne de manière intempestive le contenu du bol de prélèvement. Un dysfonctionnement toujours dû aux vibrations que la société américaine décide de cacher. En tout, 3000 signalements ont été faits, dont 85 en France, mais de nombreux cas ne remontent pas aux autorités. Quand 2 cadres d'Haemonetics décident finalement de quitter la société après avoir déjà alerté sur les risques de contamination, ces derniers devront attendre plus d'1 an pour être entendus par l'ANSM. Au final, l'agence conclura une balance bénéfice-risque positive. De son côté, l'EFS a lancé une étude en partenariat avec l'INSERM pour observer la mortalité chez les donneurs de sang, de quoi refroidir les bonnes volontés. Les journalistes mexicains à l'agonie. Depuis le début de l'année, pas moins de 10 journalistes ont été assassinés. Entre l'activité des cartels de la drogue, toujours plus importante, et la police parfois peu regardante, les mécanismes de protection ne suffisent plus. Thibaut Bastide. 144e sur 180, c'est le rang auquel arrive le Mexique en termes de liberté de la presse, selon l'ONG Reporters sans frontières. Une place qui lui vaut également l'étiquette de pays le plus meurtrier d'Amérique latine et 3e pays le plus dangereux derrière l'Afghanistan et la Syrie, avec plus d'une centaine de journalistes tués depuis 2000. Et l'année 2019 ne devrait pas améliorer les statistiques. En effet, depuis le début de l'année, 10 journalistes ont été tués, soit déjà plus qu'en 2018. Dernier fait en date, le 24 août dernier, le corps sans vie d'un journaliste présentant plusieurs blessures à l'arme blanche a été découvert dans la municipalité de Terupilco, dans le centre du Mexique. Selon des proches, le journaliste avait reçu des menaces en novembre 2018 et en juin dernier, après avoir été l'un des premiers à couvrir la chute d'un hélicoptère suivant des échanges de coups de feu entre des policiers et des délinquants. Ainsi, la piste du crime organisé est pour le moment privilégiée, même si la presse locale rappelle aussi que des articles publiés par
par le journaliste sur la corruption policière avait provoqué des tensions avec le gouvernement local. Selon l'association Article 19, un journaliste est agressé toutes les 16 heures par la délinquance organisée, mais aussi par des représentants des autorités. Face à ce constat, un mécanisme de protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme a été créé en 2012. Cet organisme public gère les cas de plus de 900 personnes menacées, dont un tiers de journalistes. Ces derniers sont parfois déplacés dans d'autres États de cette République fédérale, certains protégés par des gardes du corps ou des boutons d'urgence reliés aux services de police. Ces procédures peinent cependant à donner des résultats probants et un rapport publié le 22 août par le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme dénonce son manque de ressources économiques et matérielles pour garantir son fonctionnement adéquat. Des manques financiers alors même que le nouveau président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, mène une sévère cure d'austérité au sein des services publics. Un manque de ressources économiques, mais également un manque de réactivité. En effet, depuis 2012, 7 journalistes ont été assassinés alors même qu'ils bénéficiaient de cette protection de façade. Pire, il existerait au Mexique une impunité quasi totale puisque plus de 99% des assassins de journalistes sont restés impunis selon l'association Article 19. Et ce, malgré la création d'un parquet spécialisé dans les délits contre la liberté d'expression. Ainsi, l'inefficacité du gouvernement mexicain a endigué l'activité des cartels qui sont toujours plus puissants, influents, violents et dangereux et régulièrement pointés du doigt. Entre des cartels toujours plus puissants et des autorités dépassées par les événements ou tout simplement sous l'emprise des trafiquants de drogue, les journalistes se retrouvent donc avec une véritable cible dans le dos, à tel point que certains n'osent plus se déplacer. En 2018, 33 500 personnes ont été tuées au Mexique et l'hécatombe ne cesse de croître. Entre janvier et juillet 2019, 20 135 homicides ont déjà été dénombrés. Dans ce pays qui compte 120 millions d'habitants et dont la superficie est 3 fois supérieure à la France, les données prises ici en compte sont certes à relativiser, mais dénotent néanmoins d'une tendance certaine. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Coup dur pour le nucléaire français. La 4e génération de réacteurs risque de ne jamais voir le jour. En effet, le commissariat à l'énergie atomique a mis à l'arrêt le projet Astrid de réacteurs à neutrons rapides. L'objectif de cette génération de réacteurs était pourtant de réutiliser l'uranium appauvri et le plutonium comme combustible pour la réaction. Autrement dit, réutiliser les matières radioactives et réduire les déchets nucléaires à vie longue. 738 millions d'euros ont pourtant déjà été investis dans ce plan qui manque avant tout d'un gros coup de pouce politique. Jupiter sera au programme de la rentrée à Sciences Po Paris. Mais attention, il s'agit d'Emmanuel Macron, pas d'astrologie. Le cours sobrement intitulé Macron se veut hautement interactif sur sa vie, son œuvre, son parcours, son essor. Le séminaire sera entièrement en anglais, of course, et s'appuiera sur un corpus de textes dont le livre Révolution d'Emmanuel Macron himself lorsqu'il était candidat. Peut-être que la cerise sur le gâteau sera la venue du président en personne, à moins que cela ne fasse un peu trop culte de la personnalité. À peine mis sur le banc de touche que Matteo Salvini bombe déjà le torse. L'ancien ministre italien de l'Intérieur et chef de file de la Ligue a vu ses anciens alliés du mouvement 5 étoiles former une nouvelle équipe avec le centre-gauche. Relégué dans les rangs de l'opposition alors qu'il affirme que des élections le porterait au pouvoir, Salvini appelle ses soutiens à une grande manifestation à Rome le 19 octobre prochain pour une grande journée de la fierté italienne. Avant ce rassemblement qu'il souhaite massif, la Lega donne rendez-vous à ses partisans le 15 septembre prochain à Bergame, en Lombardie, pour un grand meeting. Avis aux dénicheurs de pépites, de nombreuses reliques cultes de vos films préférés seront en vente à Los Angeles fin septembre. La vente aux enchères s'intitulera Icônes et légendes d'Hollywood. Si vous avez toujours été fan de Dark Vador, sachez que son casque sera en vente pour la modique somme de 347 000 €. Il sera également possible de s'offrir les lunettes originales d'Harry Potter portées par Daniel Radcliffe, mais aussi des milliers d'autres objets d'Hollywood.
C'est parti pour l'Ultra Trail du Mont Blanc. Cette course mythique de trail au départ de Chamonix a débuté ce vendredi à 18h. Les courageux coureurs qui se sont lancés dans l'aventure sont un peu plus de 2000 et parcourront quelques 170 000 km pour quelques 10 000 mètres de dénivelé positif. Les premiers arrivants sont attendus après un peu plus de 20 heures de course, quand les derniers mettent un peu plus de 45 heures. Pour cette édition, 3 des grands coureurs de la discipline sont absents, dont le célèbre coureur catalan Kylian Jornet. Le français Xavier Thévenard, spécialiste de l'épreuve, pourrait de son côté remporter un 3e titre au pied du Mont Blanc. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, la condamnation des membres de Génération Identitaire. Tout de suite, retrouvez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Ce soir, Christopher Lannes vous parle de la bataille d'Azincourt. La bataille d'Azincourt est une défaite, une terrible défaite de l'armée française durant la guerre de 100 ans face aux Anglais. Je sais, mais il faut bien en parler aussi, non? Et puis surtout, s'il faut en parler, c'est parce qu'elle est riche d'enseignements. Ce jour-là, ce 21 octobre 1415, la chevalerie française, trop sûre d'elle, a payé au prix fort son arrogance et son incapacité à s'adapter. Oui, les Anglais ont contrevenu au code de la guerre en massacrant les prisonniers. Oui, les Anglais sont veuls, sournois et mesquins. Ah non, ça c'est moi qui l'ai ajouté ça. Mais Azincourt, ça a été avant tout un problème français, une cicatrice française aux conséquences terribles qu'il convient aujourd'hui de refermer. Et voilà, c'est la fin de cette édition. À présent, tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol de Christian Combas. Quant à nous, c'est le moment de se quitter. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Je me permets de revenir sur une période de ma vie révolue, ces 4 années que j'ai passées à mi-temps avec ces enfants au service d'un vieux monsieur de près de 90 ans. Et j'en profite pour traiter une question qui a beaucoup agité les journaux au printemps, celle des enceintes intelligentes du genre Alexa pour Amazon ou Google ou je ne sais quoi, qui vous écoutent en permanence puisqu'elles sont censées réagir quand vous leur posez une question. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi complètement, je rappelle qu'il s'agit de petites boîtes grosses comme le poing, qui comportent un haut-parleur, un micro, une caméra parfois, et qui, lorsque vous les interpellez, vous demandent ce que vous voulez. Alors vous leur répondez, je voudrais la météo de demain, ou un disque de Michel Sardou, ou l'orthographe du mot ornithorynque, ou une multiplication de 6648 par 15, et ça marche en principe. Bon alors là, généralement, les magazines pour esprit fort et les sites spécialisés sur Internet vous disent « Attention, attention, il y a danger pour votre vie privée ». Mais quand vous gardez un petit peu de sens commun, vous vous dites en quoi le fait qu'un homme de 88 ans qui s'écrit Alexa, je voudrais écouter du Rossini, représente un danger pour qui que ce soit et pour sa vie privée. Vous allez me répondre, ou plutôt les esprits forts vont me répondre, il peut pas mettre un CD ou aller voir la météo dans le journal? Eh ben non, justement, c'est curieux, mais à 88 ans, on n'a pas envie de se lever, pas de se laver non plus, de se lever, de mettre ses lunettes, de chercher un CD de Rossini. On a souvent envie de rien d'ailleurs, et il arrive qu'on soit devenu assez bizarre jusqu'à essayer de faire des choses interdites ou dangereuses, comme par exemple monter sur une chaise pour redresser une porte de placard ou renverser le canapé pour retrouver un stylo. Et c'est là que l'utilité de ces petites boîtes se manifeste. Quand vous avez besoin de sortir de l'appartement pour 3 ou 4 heures et qu'il n'y a pas d'infirmière à domicile ou plus, que faites-vous? Eh bien, vous couplez la petite boîte en question avec votre téléphone portable et vous pouvez, tout en faisant vos courses à 4 km de là, surveiller le salon du sommet de la bibliothèque. Donc vous voyez la pièce toute entière et vous voyez si votre vieux monsieur là essaie de monter sur une chaise pour redresser quelque chose. Alors vous me direz à quoi ça sert, s'il tombe sur le tapis, le temps de rentrer, il se sera déjà cassé le col du fémur, voire davantage.
Eh bien, détrompez-vous, parce que quand vous ne le voyez plus, ou quand vous le voyez debout sur une chaise, vous lui parlez doucement par le micro de la petite boîte là, et de votre téléphone portable. Il vous demande « mais où es-tu » Il vous aperçoit vaguement sur l'écran de la petite boîte au sommet de la bibliothèque et vous lui dites calmement de descendre tout de suite et ça marche. Donc, avant de multiplier les dossiers spéciaux sur les dangers des assistants connectés, après avoir admis que rien ne remplace une présence humaine, ça c'est certain, on peut en conclure que ces petites boîtes-là qui surveillent, qui jouent de la musique, qui diffusent des informations de la radio, qui allument la lumière aussi, qui répondent à des questions simples ou en calcul ou en matière de démarche administrative aussi, ces boîtes ne sont pas diaboliques pour tout le monde. On en a assez donc de ces journalistes qui ne réfléchissent pas, qui parlent de George Orwell et de Big Brother comme des automates dès qu'une caméra s'allume quelque part. Le vrai danger du totalitarisme et de la surveillance se trouve en fait du côté même de ces journalistes qui disent toute la journée la même chose, sur le même ton, sur les mêmes événements, et Poutine ceci, et Trump cela, et le président Macron a encore fait preuve de sens tactique, etc. Le vrai danger donc pour l'esprit, pour la démocratie, pour la liberté individuelle, ce sont ces robots journalistiques payés 5 000 € qui essaient de vous faire croire le contraire de ce que vous avez vu. Les caméras qui vous montrent si votre grand-père respire bien au milieu de l'après-midi représentent à côté de tout ça un danger extrêmement négligeable pour la démocratie, croyez-moi. Croyez-moi et abonnez-vous. Merci.